Monsieur Gassama. On a le plaisir d'accueillir le numéro 2 du ministère des Mines du Sénégal, Monsieur Ibrahima Gassama, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous faire une communication sur les priorités du Sénégal aujourd'hui en matière des mines. Et je sais que, M. Gassama, vous n'avez pas beaucoup de temps parce que vous êtes contraint, donc je vais immédiatement vous céder la parole et on va vous écouter. Allez-y, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble donc des organisateurs de cette conférence, à l'ensemble donc des investisseurs ou des partenaires techniques financiers qui nous suivent. C'est un honneur vraiment pour moi de prendre la parole pour essayer donc de partager avec vous ce que nous avons aujourd'hui comme aperçu sur le secteur minier sénégalais, tout en déclinant donc les grandes orientations de son Excellence. Vous m'entendez bien? Oui, ça va, il y a quelques interférences. Coupez votre micro tous les autres, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Gassama, je pense que c'est bon. Hein. D'accord, merci beaucoup. Je disais que lors de mon intervention, je vais essayer donc de partager avec vous les grandes orientations qui sont presque connues de tout le monde aujourd'hui de l'État du Sénégal vis-à-vis donc des substances minérales de façon générale, mais surtout par rapport donc aux minéraux critiques ou stratégiques, qui s'alignent parfaitement donc à la vision donc du Sénégal 2050, l'agenda de transformation. Comme vous le savez, le territoire sénégalais est principalement constitué donc, de deux domaines et on le rappelle donc à chaque fois. Nous avons un bassin qui couvre presque l'essentiel du territoire national avec 80% du territoire et un socle ancien qui se trouve dans la partie sud-est. Et aujourd'hui, quand on regarde avec donc, les informations que nous avons sur le plan géologique, nous pouvons dire que le potentiel donc, de ces deux environnements géologiques aujourd'hui fait état donc, de l'existence des substances comme donc, de l'or, le manganèse, du phosphate, des minéraux lourds qui sont aujourd'hui exploités, mais également beaucoup donc, de matériaux de construction que l'on utilise aujourd'hui dans tout ce qui est logements sociaux, valorisation à l'échelle locale. Mais également, il existe, donc je vais revenir donc, largement donc, sur ça, plusieurs types donc, de substances minérales en état d'indice ou d'anomalie qui sont en phase donc, de caractérisation et qui peuvent être donc, des opportunités d'investissement. Alors, ce secteur minier aujourd'hui va s'appuyer sur un cadre législatif qui est en cours de modernisation. Ça, on le dit parce que je pense bien qu'il y a eu des communications par rapport à cela. Les autres autorités du pays ont voulu vraiment moderniser donc, le cadre législatif, le code minier, également donc, le code pétrolier, le code gazier et le code donc, de l'énergie. Donc tous ces codes-là sont en modernisation et que des projets sont en cours. Et ça, c'est pour donc s'aligner aux standards internationaux, mais également sur la dynamique d'amélioration continue qui vise donc à avoir un impact économique, social et environnemental vraiment conséquent. Je vais revenir un peu sur les types de substances aujourd'hui que l'on retrouve au niveau donc, du bassin. Comme vous le savez, tout ce qui est matériaux de construction, allant donc des calcaires, de l'argile, de la tapulgite, du grès latérite, basalte, des silex, des coquillages, du sable, tout ça, plus des minéraux industriels sont retrouvés au niveau donc, du bassin, à savoir tout ce qui est phosphate, tout ce qui est sel, barytine, des sables siliceux, mais également les minéraux lourds. Mais pas que ça, parce qu'au niveau de ce bassin, c'est vrai que dans la partie offshore, on a découvert donc, du pétrole et du gaz, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais des efforts aujourd'hui sont sentis et sont en train d'être réalisés au niveau donc, de certains blocs qui se trouvent vraiment en onshore et où on a des indices de tout ce qui est tourbe, lignite, huile et même du pétrole et du gaz. C'est des activités qui sont en cours aujourd'hui et qui ouvrent donc des perspectives vraiment de partenariat et d'investissement. Alors, l'ensemble donc de ces ressources-là, comme je venais de le dire, offre aujourd'hui un cadre donc parfait pour
vraiment des opportunités d'investissement qui seront intégrées, notamment pour tout ce qui est caractérisation. Quand je le dis, on a beaucoup donc de substances en indice aujourd'hui qui sont très convoitées pour tout ce qui est transition énergétique, mais également le fait de pouvoir donc privilégier donc, la transformation locale et investir dans les infrastructures donc d'appointe, donc et la valorisation donc de tout ce qui est matériaux stratégiques aujourd'hui par rapport aux infrastructures, aux logements sociaux, donc offre un cadre vraiment propice pour l'investissement. Quand on parle au niveau donc du socle, on sait tous aujourd'hui que l'or, les plus grandes multinationales aujourd'hui exploitent donc de l'or. Il y a également donc de l'argent, de la platinoïde, mais les métaux de base, comme on le sait tous, les jugements de fer de la Falémé, qui s'accompagnent parfois donc, de la présence donc, du cuivre dans certains environnements, mais également des indices donc, de tin, du zinc, du chrome et du nickel qui s'associent aux roches ultra-basiques qui se trouvent dans la partie occidentale donc, de ce socle, dans la zone de Mako. Parfois également donc, des indices de molybdène. Mais également dans cette même zone, comme dans le bassin, il y a également donc, des pierres ornementales que l'on peut retrouver un peu partout. Tout ce qui est marbre, granit, des serpentinites, comme vous le savez, qui sont très convoités. Aujourd'hui, il est difficile de dire, c'est pour cela nous, on dit donc des minéraux critiques, les minéraux stratégiques, parce que tout dépendra donc de la politique et de ce qui sera retenu. Mais aujourd'hui, on a des sociétés minières aujourd'hui qui travaillent sur l'uranium à un stade vraiment avancé, mais également tout ce qui est titane, tout ce qui est donc des recherches pour le diamant, également dans les formations ultra-basiques. Et tout ce qui est lithium et les substances connexes, tout ce qui est paragenèse sont aujourd'hui vraiment convoités à travers donc, ce socle et la zone de transition entre le bassin sédimentaire sénégalais et le Stockholm. Donc, de façon globale, l'ensemble de ces substances-là, aujourd'hui, comme on le sait tous, jouent un rôle clé dans la technologie verte, dans les batteries, les énergies renouvelables et les industries d'appointe. Ils peuvent nous permettre vraiment d'avoir vraiment une chaîne de valeur donc, intégrée au niveau local, mais qui assure un approvisionnement donc, mondial. Maintenant, en tenant compte donc de l'importance de tout ceci, aujourd'hui, l'État du Sénégal, à travers le ministère et à travers la direction générale, a vu la nécessité donc d'investir et de s'orienter vers la connaissance géologique, allant donc de la partie subsurface jusqu'en profondeur pour mieux asseoir et mieux réorienter donc vraiment sa politique minière. Pour cela, aujourd'hui, nous pensons que l'amélioration, tout ce qui est investissement allant donc, dans le sens de l'amélioration de la couverture géoscientifique donc, du territoire en collaboration avec certains services, ce sont des projets vraiment ambitieux aujourd'hui que l'on est en train donc, de maturer et de mettre en œuvre, mais également le renforcement donc, de la disponibilité et la qualité donc, des données géologiques aujourd'hui concernant l'ensemble de ces substances que je venais donc de citer, afin donc d'accroître l'attractivité donc du secteur minier de façon, ou le secteur extractif de façon générale. Mais également essayer donc de soutenir les politiques d'aménagement donc du territoire et tout ce qui est logement, les infrastructures et l'agriculture avec la transformation donc du phosphate, mais également la gestion donc de tout ce qui est risque naturel. Ces efforts aujourd'hui que l'État du Sénégal souhaite mettre en place s'inscrivent vraiment dans une logique de réduction de tout ce qui est risque pour l'investissement. En matière de gouvernance et de transparence donc pour le secteur minier, conscient des enjeux liés à l'attractivité durable du secteur, le ministère, à travers donc, la Direction générale des mines et de la géologie, a eu à engager vraiment un certain nombre donc, d'actes. C'est un processus rigoureux donc, qui s'inscrit donc, dans la restauration de la gouvernance minière à travers des audits qu'on a eu à faire. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'existence d'un tel potentiel, il faut une visibilité et
mettre donc des gages de garantie pour les investisseurs. Alors, nous avons voulu vraiment faire donc des audits en deux phases. Un premier audit qu'on a eu à faire, un audit analytique administratif sur pièce qui a été réalisé au mois de novembre 2024. Et à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'août, pendant 4 mois, on a fait donc des missions de terrain pour auditer l'ensemble donc des sites d'exploitation qui se situent sur les 14 régions donc, du pays. Cela nous a permis de visiter plus de 848 donc, sites, examiner la conformité d'abord administrative, l'acquittement des obligations, la relation avec les communautés, l'impact économique, mais également l'impact sur l'environnement, avec comme objectif d'évaluer, comme je venais de dire, tout ce qui est conformité juridique, administrative, technique, environnementale et sociale des activités minières. Alors, suite donc à ces audits, on a pu mettre en évidence vraiment certains dysfonctionnements structurels majeurs qui nous appellent aujourd'hui à adopter donc une réforme vraiment profonde. Et d'ailleurs, c'est venu à la bonne heure parce que, comme je l'ai dit, le cadre législatif est en modernisation. Donc, la finalité aujourd'hui, les conclusions donc, de ces audits aujourd'hui, c'est de procéder à faire un assainissement donc, du portefeuille minier donc, de l'État du Sénégal pour lutter contre les pratiques illégales, parce qu'on a rencontré des cas d'exploitation illégale sans aucune autorisation, mais également donc, les titres inactifs. Plusieurs donc, personnes ont eu, ou personnalités morales ont eu donc des titres miniers, mais n'ont pas donc les capacités techniques et financières pour pouvoir donc vraiment développer et valoriser. Et l'on pense aujourd'hui qu'il faut maximiser tout ceci pour permettre aux véritables investisseurs de venir investir et se positionner donc au Sénégal. Le renforcement donc du recouvrement fiscal face aux pertes importantes liées aux irrégularités, l'amélioration de l'acceptabilité sociale, parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup donc, de projets qui font donc problème également. C'est parce que les sociétés, les communautés n'étaient pas donc, associées. Et on a voulu vraiment donc, mettre un cadre d'implication rigoureuse donc, des communautés dans tout le processus pour que des projets aboutissent et qu'il y ait le permis social. Ces réformes aujourd'hui visent à créer vraiment un environnement sécurisé, transparent et prévisible, qui sont propices à des investissements responsables et durables. Donc voilà aujourd'hui vraiment les véritables actions aujourd'hui que l'État du Sénégal veut mettre en place, et en le faisant, on s'est assuré donc d'abord d'avoir une visibilité générale donc, des conditions d'exploitation ou des opérations sur le territoire national, avoir un cadre vraiment adapté et essayer donc de dérouler sa politique qui s'aligne vraiment à tout ce qui est transformation, donc exploitation durable. Donc, en un mot, je peux dire aujourd'hui ou en conclusion, mesdames et messieurs, que le Sénégal offre aujourd'hui un cadre favorable aux investissements miniers, en particulier dans l'exploration, la caractérisation et l'exploitation des minéraux de façon générale, mais surtout la caractérisation des minéraux critiques et stratégiques qui s'adossent à une volonté politique forte de promouvoir une exploitation responsable, créatrice de valeur ajoutée locale et qui est bénéfique aux communautés. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Voilà, donc aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous invitons vraiment les investisseurs et les partenaires techniques à s'engager aux côtés de l'État dans cette dynamique afin de bâtir ensemble un secteur minier compétitif, durable et inclusif. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je clôt vraiment mon intervention. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Gassama. Je sais qu'on a droit à 3 questions et pas plus. Et donc, on va vous les poser. Quand vous dites, on vous invite, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Okay. Quand vous dites, vous invitez donc les opérateurs techniques, les investisseurs. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Hein. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici, hein. C'est côté d'accord. Ou alors c'est en ligne. Shut the microphone, please, on your side, or s'il vous plaît, coupez votre micro parce qu'il y a des interférences. Merci beaucoup, ceux qui ne parlent pas.
Ok, donc Monsieur Gassama, vous disiez donc vous invitez les opérateurs et les investisseurs à s'engager et à collaborer donc, aux côtés de l'État sénégalais. Concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des opportunités de présenter sa candidature pour des droits d'exploitation, d'exploration au Sénégal et pour pour quel type de minéraux? Merci beaucoup. Je pense bien que la réponse est oui. Il y a vraiment donc la possibilité aujourd'hui à n'importe quel investisseur de venir au Sénégal, de se positionner dans la recherche, même donc dans la prospection, dans la recherche, dans l'exploration de façon approfondie, la caractérisation et l'exploitation. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui on a fait ce travail, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de titres qui étaient vraiment de façon inactive, qui dorment sans activité. L'État aujourd'hui va essayer donc de libérer de l'espace, encore une fois, pour permettre aux véritables investisseurs, parce que ce temps donc, de latence sans activité montre que ces détenteurs, ces exploitants, ces détenteurs de titres miniers n'ont pas les capacités techniques et financières pour pouvoir donc vraiment valoriser ou bien définir quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, l'État travaille, mais il reste également aujourd'hui donc la possibilité donc pour l'État du Sénégal, parce que quand on va faire cet assainissement, ce sera à plusieurs niveaux. Il y aura des zones où il y a déjà donc, des indices, des connaissances qui sont là. Il y a des zones qui font objet donc d'une étude on peut avancer que l'État donc peut mettre à profit donc de véritables investisseurs. Mais il y a des zones également où ça nécessite donc de faire de l'investissement pour la recherche et définir donc les indices, les anomalies et essayer de découvrir donc des jugements. Donc c'est pour vous dire que ce soit pour donc de l'or, que ce soit pour tout ce qui est lithium, que ce soit pour l'uranium, que ce soit donc pour les phosphates, que ce soit pour le manganèse au niveau donc de la zone de transition. Tout ça aujourd'hui constitue donc des opportunités donc, pour l'État du Sénégal. Mais pas que ça, parce que si vous voyez aujourd'hui, à chaque fois l'État du Sénégal lance donc des projets donc, de réalisation donc, des logements, des infrastructures sociales, donc des logements sociaux. 100 000 logements ou 500 000 logements. Aujourd'hui, avoir des investisseurs qui peuvent assurer l'approvisionnement en matériaux de construction, tout ce qui est donc basalte, tout ce qui est parce que l'exploitation avec les unités de contrasal, parfois aussi ça demande des moyens. Mais également donc les partenariats PPP aujourd'hui avec donc certains investisseurs donc, au niveau local qui ont donc des titres qui évoluent dans tout ce qui est donc semi-industriel, avoir donc un investisseur permet d'avoir donc des moyens financiers pour pouvoir procéder à la valorisation. Je pense que tout ça sont des opportunités aujourd'hui. Mais également dans le zircon. Le long donc, de la petite côte et la grande côte, on a des réserves donc, de zircon et de tout ce qui est associé aujourd'hui qui se trouve dans ces zones-là. Et on a une grande entreprise aujourd'hui qui exploite, qui est GCO, mais il y a des petites mines aussi qui commencent vraiment à se développer par rapport à ça. C'est pour vous dire que ce n'est pas fermé. La plupart donc, des substances aujourd'hui, les investisseurs donc, peuvent faire des demandes et l'État donc, va les accompagner donc, pour avoir donc, le titre minier. Peut-être quelqu'un. Oui, Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre. Vas-y. Allô? Oui, enfin, tout juste pour remercier Gassama, le contexte d'urgence dans lequel. J'ai une question. Il y avait encore une autre question. On te coupe, désolé. Vas-y, rapidement. Oui, Monsieur Gassama, bonjour. Je suis vice-président de la CP Énergie. Je pense que Issa vous a parlé de nous. Nous avons des membres partenaires présents ici, évidemment en Convergence, et aussi Cogesto, puisque Cogesto accueille aujourd'hui le petit groupe pour travailler en liaison avec nous sur cet événement. Vous avez parlé de possibilités de partenariat. Moi, je vois deux pistes sur lesquelles nous avons des compétences et nous avons le souhait de travailler avec vous. Le premier, c'est la géologie. Et vous avez mentionné qu'un certain nombre de choses ont été faites. Nous sommes en relation étroite avec le BRGM. Donc, nous avons aussi une bonne visibilité de ce qu'on a fait dans le passé et de ce que le BRGM
se propose de faire dans le futur à condition qu'il y ait des contrats. J'ai appris que vous aviez lancé un appel d'offres international et que on n'a pas vu cet appel d'offres et que les premières réponses, semble-t-il, en termes de coûts, en tout cas, ne semblent pas adaptées à votre demande. Ça, c'est le premier point sur la géologie. Le deuxième, c'est sur les mines responsables, puisque vous en parlez, et on vous en remercie, on n'est pas étonné du reste. Vous savez peut-être que hier, on a lancé le partenariat avec l'organisme au Québec qui a lancé les mines, la norme qui s'appelle Écologo sur l'exploration et l'étude de faisabilité. Donc, c'est une norme qu'on va lancer, que Convergence va lancer sur l'Afrique et sans doute d'abord au niveau du Sénégal. Alors, pour ce faire, on souhaite s'appuyer sur l'IST de Dakar. Je pense que vous avez une bonne opinion comme nous de l'IST. Je pense que l'IST aussi, et aussi sur la géologie, pourrait être un bon outil de partenariat. Nous avons des écoles de mines, en particulier Nila-Salle à Beauvais, qui fait partie de notre organisation, disons, dans nos relations, et qui pourraient investir pour développer de la recherche et d'échanges d'étudiants. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous donner comme message. On est volontaire pour trouver des pistes de coopération. Et je pense que Issa pourra reprendre. Bon. Juste un mot pour compléter ce que dit Jean-Louis. Monsieur Gassama, on a dit, on revient vers vous avec une première note de réflexion avec des idées qui pourra qui nous permettra d'engager la conversation et de l'approfondir avec vous. Issa, je te laisse conclure, puisque Monsieur Gassama n'a pas le temps. Là, oui. Oui, c'était pour ça. Bon, je me suis déconnecté, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas entendu le besoin d'intervention de Jean-Louis. Tout juste pour remercier M. Gassama qui était avec nous l'année passée depuis Indaba en Afrique du Sud. Il avait montré sa disponibilité et il l'a remontré cette fois-ci. Et puis, il y a un nouveau leadership dans le secteur minier. Et je pense que c'est une opportunité pour tous les membres de ACP, à la fois l'expertise freelance et les membres partenaires de se rapprocher dans les semaines à venir, je pense. Comment? Est-ce que, M. Gassama, vous avez encore une minute? Parce que 30 secondes, 1 minute, disons. Parce que je voudrais profiter de la présence ici. Vous savez qu'on avait parlé de la collaboration, notamment entre le Sénégal et le Ghana, facilité par Convergence et ACP, sur notamment le problème des galamsey et donc des mines illégales et des petites mines. Et là, on a avec nous Monsieur Steve Agbo, qui représente la Mineral Commission du Ghana. Et je voudrais juste que il y a la connexion qui soit faite très rapidement. Steve, I don't know if you understood what I've just said, but I would like you to say hello to Mr. Gassama in Senegal, and we propose you with the facilitation of Convergence and ACP Energy to facilitate the conversation and the collaboration for the small mines and the galamsey issue. So I just leave you the floor, 30 seconds, just to tell something that that you're open, that as you told me. Right. Good morning, my Senegal man. Oui, bonjour. How are you? I'm fine. So this is Stephen Agbo. I work with the Minerals Commission, and I've been working with Minerals Commission for well over 14 years now in the social space. Let me translate. So, il travaille avec la Mineral Commission du Ghana depuis 14 ans. Okay. Go ahead. I didn't get that. Go ahead. So the Minerals Commission is the main regulator for Ghana's mining sector. And as my colleague has said, we also had a lot of issues when it comes to illegal mining. And now the government has put in place
several measures as it were, to be able to address the menace of illegal activities in our mining sector. What is even dangerous now is that those guys now not only mine on the land illegally or cocoa farms illegally, now they have descended onto our water bodies. Now they are chafan and they are to machine that they want to call it, are now right placed on our major rivers. All our major rivers in Ghana are polluted, cannot be used for anything, cannot be used by farmers, cannot be used by market women, those who rely on the water. The water bodies are polluted in such a way that they cannot be used. Now, recently, the Ghana Water Company was complaining that Stephen, they are... Sorry, I'm cutting you because I would like to translate before I forgot completely, and then please then conclude because we have to go ahead. Monsieur Gassama, donc vous avez compris ce qu'il disait, hein, c'est que ils ont une grande expérience du problème des mines illégales, hein, puisque je citais un chiffre hier, 30 à 50% de la production, notamment d'or, était comment dire, illégale en fait, elle n'entrait pas dans les livres de compte officiels. Donc ils ont pris des mesures à deux niveaux. Non seulement ils ont pris des mesures sur le contrôle et les mesures juridiques, avec notamment et d'organisation, avec la création du Ghana Gold Board. Et puis Steve parlait de restrictions qu'ils ont mises en place sur l'eau, l'utilisation de l'eau. Évidemment, quand vous faites ça, vous contraignez fortement les mines illégales. Voilà, donc c'est ce que je voulais juste traduire. Stephen, please, one word to say, that maybe hello and propose the next step for this conversation if you want. Well, when it comes to the solving the issue of illegal mining, government has proposed a lot of legal processes. So now, one, the excuse from the illegal miners is that they don't get places to work. If they want to work, they don't get places. And so that's one of the excuses. So government is now investigating, has blocked out areas that it is investigating, doing geological investigation. And after this geological investigation is done, they will be able to know the places that we have deposits so that we can parcel them out for the illegal miners. The other issue is that government has now established what we call cooperative mining. It used to be what we call community mining. Now, under the cooperative mining, the government is liaising with large-scale mines. For example, Newmont's Ghana Limited, Goldfields, Anglo Gold, Ashanti. Government is partnering with them to see whether they can lease off some of their large tracts of lands that they don't have immediate use for them. And so when those lands are released, governments parcel them out for some of the miners, the illegal miners, to be able to get their license to work. Also, the third one is that government has put in place a task force, a national task force. We call them Anti-Illegal Mining Operations Secretariats. Government, this secretariat or this task force is inclusive of soldiers, police, fire service, custom, immigration, all the security forces that you can think of. They are all part of this task force. So what they do is to go around our forest zones, our big water bodies, to ensure that they ward off these illegal miners who are mining in the rivers and in the forest. Now, at the Minerals Commission, now we have what we call a control room, which is being monitored 24 hours. The control room, now what it does is that immediately any excavator or heavy earth-moving machine is sent out
to the forest to mine or to the water bodies to mine, it shuts the machine, because now what we are doing is that we are registering all excavators that are imported into the country. So the Minerals Commission is putting on those excavators what we call trackers. So we monitor them from our control room. Immediately you send our excavator to a forest zone, it goes. Hello. Malheureusement, je suis contraint par le temps. Je sais que c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, je pense bien que cette mise en relation, elle est très intéressante parce que l'État du Sénégal, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, sont confrontés donc, à tout ce qui est mine illégale, surtout le secteur de l'artisanat. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal travaille pour réorganiser et restructurer vraiment ce secteur-là. Mais comme vous le savez, le facteur déterminant serait donc le contrôle, pour empêcher vraiment avoir une visibilité et un contrôle donc, sur l'or qui est extrait par les artisans donc, miniers. Je pense bien que nous-mêmes, dans nos projections, on voulait faire donc, une mission de benchmarking un peu au niveau de la sous-région. Dans des pays où vraiment le modèle a marché, je pense bien que je viens de comprendre que le cas donc, du Ghana est un parfait exemple. Donc, je pense bien que nous allons continuer les discussions et moi, je vais essayer de voir comment faire dans les mois à venir, organiser vraiment une mission donc, de benchmarking. Maintenant, à vous de nous dire quel sera donc, le format donc, de la collaboration. Mais c'est une chose qui est très intéressante. Mais malheureusement, je suis contraint donc, de quitter pour aller assister à une autre rencontre. Mais les orientations également de M. Je ne sais pas, celui qui a parlé de la géologie et les mines responsables, c'est très intéressant. Et le fait de collaborer aujourd'hui avec l'Institut national supérieur des mines et de la géologie, ex-IST aujourd'hui, est un schéma parfait parce que ça fait partie des instituts aujourd'hui qui forment donc plusieurs ingénieurs aujourd'hui qui sont dans la plupart des mines. Mais la géologie, comme vous le savez, aujourd'hui, l'État du Sénégal accorde vraiment de l'importance sur la connaissance du géologie, parce que c'est elle qui va orienter et prédéfinir donc la planification minière. Donc, je pense bien que je voulais qu'on continue à échanger, mais là, vous allez devoir m'excuser. Monsieur Gassama, merci beaucoup. Steve, we will build on it later, please. Thank you very much for your speech. Monsieur Gassama, merci beaucoup. Très bonne journée. À très bientôt, nous revenons vers vous et on est à votre disposition, bien sûr, pour explorer, approfondir ces sujets. On revient vers vous pour ça. Alors, merci beaucoup. On va passer donc à la suite de notre conférence. Je voudrais donc valider que tout le monde est là. Est-ce que Saada est connecté? Non, Saada n'est pas connecté. J'aurais aimé en fait que peut-être Joachim, tu puisses intervenir, mais nous n'avons pas encore la présence. C'est dommage que Michael ne soit pas présent, mais écoute, il faut l'attendre, Michael. Il vaut mieux l'attendre. Donc ce que je propose, puisque bon, donc il nous a planté apparemment, ou alors pourtant on s'est préparé 100 fois. Sentez-vous à l'aise, je m'adapterai. Non, mais c'est vrai que c'est dommage que tu puisses que Michael ne soit pas là. Bon. Mentionner Jean-Pierre, c'est que je souhaitais vous parler de la Roumanie, qui est donc en Europe, et de son potentiel minier. Allô, allô. Non, très bien. Donc, ici, vous avez des chiffres clés sur la Roumanie et pendant que vous les regardez probablement, je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur non seulement son potentiel et ses caractéristiques, mais son positionnement géographique. Comme vous le voyez, la Roumanie est carrément aux portes de l'Ukraine, qui est aussi considéré comme un pays avec de grandes ressources potentielles miniers. Donc, quand on regarde un pays, on regarde aussi le potentiel
dans un développement dans la région. Euh, et moi qui suis en Roumanie, c'est de là que je communique avec vous aujourd'hui, je réalise à quel point les enjeux géopolitiques et économiques qui sont liés à la mer Noire ont un impact réel sur l'Afrique et en particulier sur l'espace francophone. Ici, vous pouvez voir la croissance économique et la richesse du pays. Et si vous observez les courbes, en bleu, vous avez la moyenne en Europe et en rouge, celle de la Roumanie, et qui, grâce à des investissements et un soutien non négligeable de l'Europe, a plutôt, je dirais, un positionnement assez positif. Et donc, la Roumanie est et restera dans les moments à venir un pays viable et une alternative pour des développements recherchés par des investisseurs et des sociétés. Il faut savoir, par exemple, que rien qu'ici en Roumanie, vous avez plus de 3000 sociétés filiales françaises qui ont été installées ou créées en Roumanie, à titre d'exemple. On arrive maintenant au point, je dirais, important de ma présentation, puisque le contexte, c'est Africa Mining, et vous pouvez vous apercevoir ici que la Roumanie, elle aussi, possède des réserves très importantes de minéraux critiques. Euh, et donc, si on sait que la Roumanie fait partie de l'Europe, c'est un pilier de ces réserves et qui sont assez cruciales. On parle beaucoup ici du projet gaz sur la mer Noire, qui est le projet Deep Neptune, mais et qui est très critique et important pour l'Europe, mais il y a aussi ses ressources de minerais. Euh, on peut considérer ici que ça peut être une espèce de hub des métaux rares ou critiques, qui sont très convoités pour les batteries et les semi-conducteurs. Euh, sur mon slide, on aperçoit qu'on mentionne quelques projets et je vais vous les donner un aperçu un peu plus grand juste après pour vous montrer un potentiel évident sur la Roumanie. Alors ici, vous avez le premier qui est sur du graphite, qui est le projet Salrom Bahia de Fier. Et c'est un projet clé pour l'Europe pour ce qu'on appelle le Green Deal. Vous avez quelques, je dirais, informations sur le projet, mais ce qu'il faut retenir, c'est de quel minerai on parle et son implication, intérêt vis-à-vis des partenaires européens. Ici, vous avez Magnésium, qui est le projet Verde. L'Europe n'a pas trop de production de magnésium et ce projet à court terme, il pourrait couvrir jusqu'à 10% des besoins dans l'Union européenne et prévu que ultérieurement, il couvre jusqu'à 40%. Donc, pour vous dire l'importance de celui-ci au niveau du magnésium. Vous avez un autre projet, donc c'est le troisième que j'évoquais, qui est du cuivre, c'est le projet Rovina. Donc, ce projet aura l'intérêt de pouvoir, en termes d'être un complément et qui viendrait consolider l'autonomie de l'Europe. Hein, donc, vous avez plusieurs types de projets. Ils sont uniques, où ils viennent complémenter ou renforcer, je dirais, la dynamique et le potentiel de l'Europe. Parce que tout le monde cherche à être autonome.
Alors, si vous l'avez compris, la Roumanie, elle a un gros potentiel. Elle a une grande variété de minerais, et euh, la Roumanie a décidé de moderniser son secteur minier. On en a beaucoup parlé euh, euh, à travers les différents débats de cette conférence, de comment non seulement il y a les gisements et le potentiel, mais comment les développer. Et donc la Roumanie a décidé de moderniser ses infrastructures dans le même esprit d'être beaucoup plus productif et à l'évidence, ces ressources importantes de minerais qui sont critiques pour les prochaines décennies nécessite un investissement aussi au niveau des technologies qu'on utilise. Et donc, c'est un message assez clair pour des partenaires et des investisseurs potentiels. Alors, euh, lors de cette conférence, parler de la Roumanie, euh, euh, quoi de mieux que de profiter donc quand on parle d'une région ou d'un pays, de la présence parmi nos participants de la société Proger Global Network, avec la présence de Mireille Bercea, et qui sont actionnaires de Mineral Mining. Mineral Mining ont obtenu des autorisations sur des concessions. Vous en voyez ici quelques caractéristiques en termes de minerais, de quantité. Et donc, ceux qui auront eu l'opportunité de discuter pendant cette conférence avec MIAI ou qui l'auront, et à travers l'organisation de Convergence et d'ACP, donc de poursuivre les discussions, mais c'était pour vous donner un aperçu sur des projets déjà validés par le gouvernement et des concessions par des sociétés, des acteurs ici, qui ont obtenu les licences d'exploitation, d'exploration, pardon, et qui vont passer à la phase exploration. Alors, pour quelque part conclure ma présentation, donc dans le contexte et pour surligner ceux qui organisent ces réunions, c'est voici ma vision et je laisserai Jean-Pierre et Jean-Louis commenter de qu'est-ce que ça voudrait dire de collaborer avec Convergence et ACP Énergie. Euh, Déjà aujourd'hui, nous réunir tous autour d'un même sujet, euh, c'est un l'objectif, c'est d'être un espèce d'écosystème qui, grâce à des compétences et de l'expérience et un network, peut permettre de valider des ressources, consolider des dossiers qui soient attractifs pour des investisseurs, parce qu'un dossier solide n'est solide que parce qu'il peut intéresser des investisseurs, qu'ils peuvent eux-mêmes contribuer à apporter, ayant ainsi dans leur mission de minimiser les pertes de matières dites nobles, parce que dans une exploitation, il faut toujours optimiser la production, et réduire l'impact environnemental. C'est aussi clé, et ça, ce sont des messages qu'on a entendus pendant cette conférence. Ils peuvent aussi contribuer à obtenir le JOR Code, qui est une norme internationale de reporting des ressources minières et qui est très prisé par les investisseurs. Je pense qu'il fallait le citer. Mais il faut surtout privilégier la sécurité. Ça a été le mot d'ordre donné par le président de la CP, Louis Euzet. La sécurité, pour moi, n'est pas un coût, mais un prérequis. Est indispensable pour une exploitation et
de penser aussi à l'aspect NPT, Non-Productive Time, et donc il faut des mines responsables. Et donc, je pense que les organisateurs peuvent contribuer à aller dans ce sens-là, à faire ce qu'on se rencontre et créer ce concept de two-way deal, c'est-à-dire que oui, l'Europe a le regard sur l'Afrique, l'Afrique peut avoir le regard sur l'Europe, et dans ces circonstances, je pense que les échanges, il n'y a rien de plus important. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Merci beaucoup, Joaquin. Comme le temps est pressé, on peut discuter. on discutera l'aspect convergence est un peu spécifique. Donc je propose d'avancer pour terminer en fait la conférence avec deux présentations. On a tout de suite donc 5 minutes d'intervention de Asbin Dello, qui est donc un entrepreneur dans le domaine des méthodes critiques et du trading responsable des méthodes critiques, et qui est en même temps partenaire convergence. Asbin, à toi la parole. Il faut que tu réactives ton son là maintenant. Je l'ai souvent coupé parce qu'il y avait des interférences, mais là il faut que tu réactives ton son de ton temps. D'accord? Tu y arrives, hein? Voilà. Vraiment c'est bon. Asbin, on t'écoute. Bon. Bonjour Jean-Pierre, vous m'entendez? Oui, on t'entend et on te voit. On t'entend et on te voit. Oh, d'accord. Bon, j'ai réussi à me connecter. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Il y a un peu de bruit où je suis, hein, donc je suis présentement à Kampala. Je ne suis pas encore rentré, Jean-Pierre. Je pense rentrer rapidement la semaine prochaine sur Paris. Donc c'est pour introduire ma petite entreprise Kimlo, qui opère en RDC, plus exactement au Katanga, sud de la RDC, et puis au Nord Kivu, mais pas Nord Kivu pour le moment parce qu'on a des soucis de l'autre côté. Donc, nous, c'est tout ce qui concerne l'exploitation de cuivre, et puis aussi oui, exploitation de cuivre, de cobalt et de coltan aussi. Et puis donc, comme tu le sais, Jean-Pierre, qui me suit depuis déjà 2-3 ans, on fait le nécessaire pour ouvrir le marché avec nos partenaires européens. Bon, c'est pas toujours évident, c'est toujours une question de communication et de multiplier les partenariats aussi. De mon côté, donc, je passe toujours par vous, Convergence, pour essayer de faire le nécessaire et de gagner en clientèle, tout simplement. Asbin, merci. Est-ce qu'il y a une question peut-être qu'est-ce qui peut être utile aujourd'hui pour Kimlo de manière concrète, hein? Écoute, rapidement, Jean-Pierre, comme j'ai écouté attentivement monsieur, c'est Pereira, c'est monsieur Joachim. Oui. Oui, j'ai compris qu'eux aussi, de leur côté, en Roumanie, ils pointaient aussi l'accent sur le cuivre. Donc, j'aimerais bien aussi, en coulisses, pouvoir échanger avec monsieur Joachim éventuellement. Et puis, de toute façon, bon, c'est la deuxième année consécutive que rapidement je participe à Africa Mining. Et bon, c'est toujours bien de pouvoir étendre les collaborations parce que j'ai vu qu'il y avait des géologues. Il y avait le monsieur du Sénégal des mines, je crois il a déjà quitté. Et moi, j'aimerais bien échanger avec un peu tout le monde et voir comment on peut collaborer, avancer tous ensemble, tout simplement. Et, on aura l'occasion, puisque tu es prévu dans les business meetings, tu auras l'occasion d'avoir un échange avec plusieurs personnes ici connectées. Alors, je me tourne vers le Sénégal pour leur dire, écoutez, je suis vraiment confus. Est-ce que... Attendez. Ouais, on vous entend.
Ok, c'est bon alors. C'est juste peut-être pour faire un mot de conclusion parce que on a une autre conférence là qui est prévue et je propose qu'on utilise les business meetings pour approfondir avec le secteur minier sénégalais. Voilà, peut-être que vous présentez uniquement le groupe à ce stade, le groupe géologue, le pool géologue Sénégal. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour tout le monde là. Et puis ensuite, on approfondira dans les business meetings. Ok, ok. Je t'ai coupé le son, Azid, parce que apparemment toi, c'est pas évident de ton côté pour couper le son. Alors, un mot côté Sénégal, si vous avez la possibilité de prendre la parole. Bon, ça reste compliqué, je pense. Hein. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Alors, présentation du pool géologue, si vous êtes là. Bon, bonjour tout le monde. Le pool géologue est constitué de Cheikh Touré, qui est un membre de Convergence, avec Madame Yaïde Antiaba, moi-même. On ne vous voit pas, Aïssatou. Aïssatou, elle est là. Voilà, là, maintenant on vous voit. Parfait, parfait. Voilà. Aïssatou et moi sommes sortis de l'IST, actuelle École nationale des mines et de la géologie. Nous sommes toutes les deux dans le domaine des phosphates, mais elle est plus ancienne que moi, c'est ma grande sœur. Elle est du côté du nord du pays, en exploration, et elles vont passer bientôt en exploitation normalement, si tout se passe bien avec la partie administrative. Moi, je suis consultante avec ma boîte, Abandour Géolink, et avec d'autres géologues, nous avons constitué une boîte de consultance et en même temps, nous avons un projet d'exploration de cuivre qu'on a commencé à développer et récemment, on a eu des investisseurs français et d'autres nationalités pour essayer de voir si notre indice, notamment les indices découverts par le BRGM, sont bien porteurs de gîtes exploitables. Excellent. Merci beaucoup. Maybe a word for you, Stephen. This is the expert pool in geology that could be working with us regarding the cooperation between Senegal and Ghana that we talked about. Je disais, vous représentez les experts géologues qui pourraient être un point d'appui important dans la collaboration Ghana-Sénégal sur le sujet que nous évoquions avec M. Gassama. Donc, au plaisir de construire là-dessus. Ce que je vous propose, parce qu'on avance et l'heure avance, hein, il est déjà 11h16, so Kutama, sorry, we are a little bit late, but we leave you the floor to talk about Zambia. Zambia is part of the 10 best, most attractive countries in the mining industry in Africa. It's the last ranking from Jeune Afrique this week. It's number 6. And you're going to be illustrating this fact through your presentation. Donc, on va assister à une présentation d'un projet très concret qui est porté par des entrepreneurs zambiens dans le domaine du cuivre. Et vous allez voir, c'est très intéressant. J'espère qu'ils vont être pédagogiques un petit peu et pas trop techniques. Parce que c'est assez dense leur présentation. I was saying, I hope you're going to be, nice with us in terms of, the presentation, not technical and not too fast, so that we understand everything. Okay, so Kutama and I think Mr. I don't have your name. But I think and his colleague
will take the floor now. So please go ahead for the presentation. Are you there? I'm here. Good morning, everyone. This is Hamis Muhando. I'm not sure if my partner Kutawa is already on. Hamis, nice to see you. Nice to meet you. Likewise. Give me Go ahead. one. Okay, I'll start talking. I'm trying to share the PowerPoint, but I can start talking about Zambia. No, but I mean, yeah, okay, or whatever. No, but share the presentation. I think it's going to be easier to follow you with the presentation. Okay, just 1 second. Or I can share if you want my side, because I have a presentation. Okay. Prefer. Please do on your faster. I can do it. Prefer I do it. Okay. Okay. So I do present. Par contre, attention au son, s'il vous plaît, de votre côté. Okay. So Mr. Hamis, can you do it in, 10 minutes? Yeah. Thank you. Okay, I'll just get to the meat of it. We've been operating in Zambia, at least me, for 7 years now. Primarily in copper, whether it's copper ore, concentrate, and copper blister, and a bit of copper cathodes. The opportunity we've seen is that, in over the year and a half, Zambia had struggled with electricity. So a lot of producers of copper concentrate and in mining, their production was very low. Unfortunately, towards the middle of last year, the government put some tax exempt to enable some relief to the producers. They were getting power about 6 to 8 hours only a day, and so with the tax exemptions, that kind of level out the field. So the issue we noticed was, which applies, I believe, to most SADC countries. There's challenges on electricity and infrastructures. So projects that come for processing, big projects will often do suffer when there's power issues and big moments. So we're already working on a modular project. Actually, we do have 2. Today, I'm presenting the smelting project. So this is a modular smelter that we brought in 2019. So we can go to the 3rd slide. Yeah, I'll just skip the 2nd one. Yeah. This one, the 3rd one. This one. Yes. So the way this smelter came about, it was part of an EU program in Greece, where it was to produce a furnace or arc furnace that could treat aluminum waste. But this was a small experiment project that was done with the EU funding and the University of Athens. And then after that, we brought that technology and built a smelter out of South Africa, and then brought it into Zambia. We initially used the smelter for producing tin concentrate, converting it to tin metal coming in, and the tin was mostly coming in from Congo. And there was little production out of Zambia, which we kind of did ourselves by working with artisanal miners and setting processing. Now, the beauty of the smelter, it was tested with over 8 different products where it showed it to be commercially viable. So you could do the 3 Ts, tin, tungsten, and tantalite, copper, lead, and cobalt. So then we decided around this time to look where there's abundance of a material or feedstock.
So we looked what we could do with copper. We did tests with copper. The recoveries were very good, and we were able to produce a copper blister that was 98 to 99% in grade. And we actually felt there was no need to try to get it to our LME grade because the prices we're getting at the market were pretty good. It was pretty much LME less 1 or 2% to Chinese clients. So after doing that test, we paused for a while due to the electricity issues and moved to another project, also a modular project for copper cathodes, producing same grade 99. It's off spec. That project comes online April this year. So based on our supply and the processing plant to convert copper ore to concentrate, we have one of our partners. We can do up to 1,000 tons a month. Our copper cathode plant, it's a small modular one. It only requires about 600 tons. And the modular copper cathode that I'm presenting here, it requires about 350 tons a month. So we're trying to raise funding for this part so at least we can cater to the production that we control. And we do have 2 other partners that are doing mining, and we're at this stage, we're literally when we do sort mining and we have material that's 7, 8 grade, our clients are buying as it is. So I guess I'm saying in terms of feedstock, we have more than enough for our current project and for this project. And if we increase additional feedstock, we can sell it locally to buyers that are there. So you can go to the next slide. So in this project, we already have the land, the smelter has been installed, it has been tested, and its working capital is the main key. And initial what we did was we focused on copper oxide, which we can get a decent amount, especially our 1,000 tons, it's all copper oxide. The limitations on the furnace right now is you cannot process copper sulfide because of the sulfur content. So part of our partnership on investment is to build a sulfur capture. That means then we are not restricted to the type of feedstock. We can do oxide or copper sulfide. And when we do copper sulfide, we can capture the sulfur and convert it to uric acid. That's another byproduct that we can sell locally to flotation plants in Zambia and in Congo. So we can go to the next slide. I'm just using this as a guidance. So we've done, this technology was actually patented until last year. That's when the patent expired. We probably can renew it with changing on the PLC. So the patent is basically on the PLC. It's like I guess unlike most smelters are becoming this way, where our PLC can monitor the production, and through our meteorologist actually lives in South Africa. The smelter is in Zambia. It's to be able to monitor online, capture any problems, whether stuff is getting clogged, recoveries are not happening as should be. He's able to tell that from the data from our PLC without having to be physically there. And he can just call the operator and say, there's some valves in the open, the mixture, can you check again? The recoveries are not moving, or the melting time is not happening in accordance to the efficiency we have scheduled. That's the main part of the technology, the PLC. That's where we have the patent. And it can also be operated remotely. If it's plugged into the internet, then we can have our metrologists pretty much control the smelter remotely, moving the rods in and out, the tilt, all that functions he can do remotely. So it was at the time we're getting the patent, then was did do an audit of it, and
certificate. And like I mentioned, we've used it on multiple oxides, and we're able to produce pure metal. Our tin metal was actually LME grade, and we were selling to electronics manufacturer. Our biggest market was here in South Africa to solder producers, and two companies that were making tin trioxide, so the tin liquid, which requires 99.9875 at the minimum. And then this being modular, with the capacity increase, then you can put another modular smelter. It's also mobile. The whole smelter really fits in a 40-foot container, everything that goes with a smelter. So technically, you can almost operate it on the back of a big truck. It can also run on genset, on a generator. Although it's a pretty pricey item, is what we were also looking to put here, so we are mitigate the risk about not having enough power. So we found that generators from China, Japan, India, and they're averaging about 200,000. But with that, then you can run the smelter on diesel generator when in need be. But we prefer obviously to run on electricity. That keeps our carbon pollution lower. And then we do have a baghouse and filters on the chimney system. So we capture most of the dust and impurities that escape the furnace and go to the chimney. Instead of that going into the air, we are capturing that. So when we were doing tin, then we were ending up with tin powder, which was also a saleable byproduct. Similarly, when we're doing copper, or copper oxide, we'll end up with a copper powder that gets captured in the baghouse with some impurities, but it's still a byproduct that can be sold. And obviously, when we do copper sulfide, then we'll capture the sulfur powder and run it through the capture and convert it to a sulfuric acid. Can we get to the conclusion? Yes. So basically, I'll say in our region, what works are modular projects that are scalable. Tell me if you want me to show a slide, or or if I stop the sharing. You can stop the sharing. Then I can do the presentation. So the two things of us seeing, because I've operated in Congo, Tanzania, Zambia, South Africa, Zimbabwe. The modular processing plants are becoming more suitable, especially for small and mid-scale production. This is an easy entry. The energy challenge, then you find a modular system that can work with a grid electricity or can work off a genset. And then the second target is to find where the supply is available in abundance. So we move to copper because that's what's available in abundance out of Zambia. And technically, actually, we can also get additional if it's all from Mozambique and Zimbabwe, because where the smelter is located is not too far from the mines in those countries. It's about less than 600 kilometers. So that's kind of the overall of our project at the moment. One quick question, because at the beginning I understood that it was more focused on blister, right, rather than cathode. Is it correct, or now you have modified the project? No, it's focused on blister. So we do have two parts. The copper cathode project is something we've been doing for over a year now. That project is separate from this, and it comes online in April. Commissioning in March, we come online in April. So that funding for that part has already been secured. And now we still have the smelter, and we want to focus and to bring that online to produce copper blisters. So in both, we're focusing on copper. And then the blisters we can sell locally, actually. Another question, because you sent, okay, he shared the presentation with me, so I had an advantage
on my side with understanding the conversation, your presentation. I understand you have the clients because you are asking for it's just investing on investing on the smelter, but and I understand you have the clients already, right? So not only you have the source, I mean the mines and the sourcing, but also you have the client. Actually, that's what I understood from your presentation. No, that is correct. And I think on the presentation we put one client, but right now we're dealing with at least 8 clients that will take different types of products. And then I think on those 8, 4 of them are European clients, 2 in the UK and 2 in Switzerland. And then we have the other in China and Korea. So that's why you are asking for loan rather than equity. Correct. Because we just need to unclog the cash flow to procure or process more feed material. Yeah. So with my clients, and they're all buying, when I keep saying local sale, because they're all buying ex-plant, right? We do assist them with logistics and clearance, but they pay us for the material the minute we move it to the warehouse at our own plant. Any question to Harris? Very interesting case. Actually, I hope we have the occasion to discuss further, Amis, with you and Kutawa. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser? Ça peut être une question d'éclaircissement ou voilà. S'il n'y en a pas, eh bien, ce que je vous propose, c'est de terminer là la session conférence et de nous retrouver dans le lien Business Meetings. Alors, je dis au revoir et merci beaucoup, Amis. Merci. Donc, Joachim, je sais qu'on te revoit. En tout cas, merci à Amis pour cette présentation. Merci aux intervenants de ce matin.